Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 22 mai, les tensions au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des effets en cascade sur les décisions militaires et diplomatiques. Au Canada, la politique fédérale et l'avenir de l'Alberta s'invitent au premier plan, pendant que les débats sur l'intelligence artificielle et une épidémie d'Ebola retiennent l'attention. Géopolitique. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient annonce un niveau d'alerte maximal dans la région. Le CENTCOM confirme que le porte-avions USS Abraham Lincoln maintient une préparation maximale sur zone. Cette posture s'inscrit dans un contexte de guerre impliquant l'Iran, qui mobilise des ressources américaines. La question des stocks de munitions devient un enjeu central pour Washington, y compris au-delà du Moyen-Orient. Le Pakistan intensifie ses démarches pour relancer des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Islamabad cherche à remettre des pourparlers sur les rails, dans un effort de médiation diplomatique. Les répercussions atteignent aussi l'Indo-Pacifique et la relation avec Taïwan. Devant une commission du Sénat, le chef de la marine américaine, Hung Cao, affirme que la vente d'armes de 14 milliards de dollars à Taïwan est mise sur pause. La marine américaine justifie cette pause par la nécessité de conserver des munitions pour la guerre liée à l'Iran. L'arbitrage illustre les contraintes opérationnelles qui pèsent sur les engagements simultanés des États-Unis. En Europe, la Suède se dit prête à discuter d'un rôle de l'OTAN pour rouvrir le détroit d'Ormuz. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, affirme que garder ce passage ouvert sert des intérêts suédois et européens. Stockholm veut éviter que l'Iran puisse utiliser le détroit comme un levier à nouveau. La déclaration intervient avant une rencontre de ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. En Amérique du Nord et en Europe, le Mexique et l'Union européenne resserrent leurs liens face à des risques associés à l'ère Trump. Les deux parties prévoient signer une mise à jour de leur accord commercial. Un sommet doit aussi se tenir dans la capitale du Mexique. L'objectif est d'afficher un front plus coordonné sur le commerce et la coopération politique, dans un contexte de tension et d'incertitude. Canada. L'Alberta tiendra un référendum en octobre sur son avenir dans la Fédération canadienne. Les électeurs devront se prononcer sur le fait de rester au Canada ou d'avancer vers une démarche menant à un référendum d'indépendance contraignant. La première ministre Danielle Smith précise que le vote d'octobre ne tranchera pas directement l'indépendance. La question portera plutôt sur des étapes constitutionnelles menant à une consultation ultérieure. La date annoncée est le 19 octobre. Le gouvernement albertain met ainsi sur la table un processus politique formel qui peut redéfinir les relations entre Edmonton et Ottawa. Les enjeux autochtones s'invitent aussi dans les débats sur la souveraineté et les référendums. Un jugement en Alberta est présenté comme pouvant avoir des conséquences au Québec si un nouveau référendum souverainiste devait survenir. Le dossier touche aux droits des peuples autochtones dans l'architecture constitutionnelle. La perspective d'un scrutin soulève des questions sur la place des traités, des territoires et des obligations de l'État. Sur le terrain fédéral, une entente avec l'Alberta crée un malaise au sein du caucus libéral. Une quinzaine d'élus ont écrit au Premier ministre Mark Carney pour exprimer leurs inquiétudes. 14 députés libéraux ont aussi transmis une lettre soulevant une crainte de recul environnemental. La démarche a eu lieu à la fin d'avril, avant la signature de l'accord avec le gouvernement albertain. Le débat interne met en lumière des tensions entre stratégie politique et objectifs climatiques. Les élus demandent des garanties et des orientations plutôt qu'un simple compromis à court terme. Dans le dossier de la défense, Washington veut une décision rapide du Canada sur le F-35. Le Pentagone presse Ottawa de clarifier sa position sur l'acquisition ou la suite du programme. Les États-Unis se sont retirés cette semaine d'un comité de collaboration canado-américain sur la défense. Ce retrait augmente la pression politique alors que les choix d'équipements militaires
engage les deux pays sur le long terme. Science. La Maison-Blanche reporte abruptement un décret présidentiel attendu sur l'intelligence artificielle. Le président Donald Trump renonce pour l'instant à publier l'ordre exécutif tel qu'annoncé. Ce recul survient après une intervention de dernière minute de David Sacks. Ancien responsable du dossier de l'IA, il transmet des préoccupations de l'industrie directement à Donald Trump. David Sacks soutient que le décret risquait d'être trop contraignant pour un secteur en évolution rapide. L'argument porte sur le poids réglementaire et la capacité des entreprises à suivre le rythme imposé. Le report montre une fracture entre ambition politique et réalités industrielles. La présidence doit arbitrer entre encadrement, compétitivité et adoption rapide des technologies. Le choix de repousser la mesure ne règle rien sur le fond. Il repousse surtout la décision sur le type d'obligation que Washington veut imposer aux acteurs de l'IA. L'épisode confirme aussi le poids des conseillers et des réseaux d'influence autour de la réglementation. Une intervention tardive a suffi à modifier l'agenda d'un texte présenté comme imminent. Climat. L'épidémie d'Ebola en Afrique centrale inquiète les autorités sanitaires et complique la réponse internationale. L'ONU fait état de 148 décès suspectés et de près de 600 cas suspectés en République démocratique du Congo. 2 cas, dont un décès, ont aussi été signalés en Ouganda. Un nouveau cas a été rapporté dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la RDC. Aux États-Unis, l'interdiction de voyager visant des personnes venant de la RDC, de l'Ouganda ou du Soudan du Sud suscite des critiques. Le Centre africain de contrôle des maladies estime que ces restrictions ne constituent pas la solution. Des experts soulignent aussi que les coupes massives dans la santé publique affaiblissent la réponse à l'épidémie. La variante Bundibugyo est décrite comme rare, sans traitement curatif et sans vaccin disponible. Sur le terrain, la tension monte autour des mesures sanitaires. Des résidents ont incendié un centre de traitement Ebola dans une ville au cœur de la crise, après avoir été empêchés de récupérer un corps. Les répercussions diplomatiques se font sentir jusque dans l'organisation d'événements internationaux. Un sommet Inde-Afrique prévu à Delhi après plus d'une décennie est reporté en raison des craintes liées à l'épidémie. Monde. La Cour internationale de justice rend un avis consultatif majeur sur les droits du travail. La plus haute juridiction des Nations Unies estime qu'un traité clé protège le droit de grève des travailleurs. L'avis affirme que la possibilité de cesser le travail fait partie des garanties prévues par une convention centrale du droit du travail. Cette position peut peser dans des débats nationaux sur la légalité et l'encadrement des grèves. En Bolivie, la contestation s'intensifie et dégénère par endroits en émeutes. Le pays fait face à des protestations antigouvernementales quelques mois après l'arrivée au pouvoir du président Rodrigo Paz. Les troubles surviennent alors que l'exécutif est décrit comme de centre-droit. Les manifestations mettent en jeu des choix politiques et la stabilité institutionnelle dans un climat social tendu. En Arabie saoudite, le pèlerinage du Hajj se déroule malgré la guerre impliquant l'Iran. Les autorités saoudiennes accueillent environ 1,5 million de pèlerins. Le royaume a été directement touché par des missiles et des drones pendant la guerre. Malgré ces attaques, Riyad maintient l'organisation d'un événement religieux majeur avec une forte portée symbolique et logistique. La tenue du Hajj, dans ce contexte, souligne un équilibre délicat entre sécurité et continuité. Les autorités doivent concilier risques régionaux et gestion d'un rassemblement de masse. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 519 $ américains, en baisse de moins 0,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en hausse de 0,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 76 134 en baisse. Le dollar canadien
s'échange à 0,726 $ américains. En France, le gouvernement envisage une taxe sur les profits exceptionnels liés à la crise iranienne. Le ministre des Finances, Roland Lescure, évoque une taxation ciblée sur certains secteurs. L'idée vise des entreprises qui auraient profité de la hausse des prix de l'énergie pendant la guerre en Iran. Le ministre annonce que le débat pourrait se tenir à l'automne. Le projet reste conditionnel et n'est pas présenté comme automatique. L'exécutif veut d'abord identifier les entreprises ayant dégagé un montant jugé exceptionnel. Aux États-Unis, la Cour suprême ouvre la voie à des demandes d'indemnisation liées aux expropriations de Fidel Castro. Les juges se prononcent en faveur de la société Havana Docks Corporation. L'affaire porte sur la nationalisation de quais en 1960 à Cuba. La décision permet à l'entreprise de rechercher une compensation pour la perte d'actifs expropriés. Le jugement peut encourager d'autres entreprises affectées par des expropriations à engager des démarches similaires. Il s'inscrit dans un contentieux ancien ravivé par des mécanismes juridiques américains. Le prix des barbecues d'été risque d'augmenter, surtout pour le bœuf. Des experts relient cette pression sur les prix à une offre de bétail limitée. L'offre demeure serrée après une série de sécheresses. Malgré cela, la demande des consommateurs reste forte, avec une demande globale de bœuf décrite à des niveaux records. Les détaillants et l'industrie doivent donc gérer un double effet. Les troupeaux ne se reconstituent pas rapidement, tandis que les achats restent soutenus. À savoir aujourd'hui, le 22 mai 1939, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste signent le pacte d'acier, une alliance militaire et politique. Le 22 mai 1990, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud s'unifient pour former la République du Yémen. C'était Actu Rémi. À très bientôt.